Bienvenue à compte complet, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball, à en compagnie de Mark Griffin. Et on est à moins d'un mois du début des camps d'entraînement, si tout se passe comme prévu, parce que dans le contexte actuel, Marc, il n'y a, rien de, il y a rien de certain là, présentement. Non, par contre, on se croise les doigts, Alain, comme tu l'as Oui, mentionné, puis le commissaire a quand même signifié aux équipes de se préparer pour une saison de oui, 162 matchs, d'une ouverture de camp normale. Alors, c'est quand même un bon signe, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors, il faut être patient, mais je pense que exact. tu sais, ce qu'on a vu des autres sports aussi, qui, bon, malgré tout ce qui se passe, réussissent quand même. Donc, on peut être optimiste que la saison va s'amorcer, là, évidemment, normalement, là, avec un calendrier régulier. Bon, on y reviendra tantôt, Marc, parce qu'il y a des choses qui sont survenues sur le plan politique américain qui pourraient avoir une influence sur la saison qui s'en vient et sur d'autres aspects du monde du baseball. Les Blue Jays de Toronto fait parler d'eux, Marc, au cours des 2 dernières semaines. L'embauche la plus spectaculaire, je pense, c'était celle de George Springer. Il y a Kirby Yates qui s'est ajouté. On peut ajouter peut-être Tyler Chatwood. Ça n'a pas été confirmé, mais semble-t-il qu'il s'en vient avec les Blue Jays de Toronto. Mais dans le cas de George Springer, Marc, je salue le travail de vente des Blue Jays de Toronto. Pour la simple et bonne raison, Marc, écoute, la question principale, ça a été rapporté, la question principale des joueurs autonomes, c'est pas la question de Toronto. Vous allez jouer où cette année? Parce que là, ce qu'on a entendu au cours des dernières heures, c'est que la saison va s'amorcer à Dunedin, dans le cas des Blue Jays de Toronto. C'est même pas certain qu'on va jouer à Toronto. Donc, vendre Toronto dans un contexte comme celui-là, ça peut être facile, Marc. Je pense que c'est peut-être l'attrait de l'équipe qui a fait en sorte que ces équipes. Mais bon, à chose égale, c'est l'attrait de l'équipe qui a fait en sorte que ces joueurs-là ont décidé de s'en aller à Toronto. Moi, je trouve ça fantastique pour les Blue Jays de Toronto. Il y a eu, de toute évidence, tu l'as dit, un bon pitch de vente Ouais. pour George Springer. C'est le plus gros contrat octroyé, évidemment, par un joueur des Blue Jays dans l'histoire, mais tu sais, tu regardes le passé des Jays. Bon, il y a toujours une belle relation avec des joueurs latinos. On a signé Injun Ryu l'année dernière, mais d'attirer un joueur américain, ça a toujours été un défi. Et, euh, et là, de le faire dans les circonstances actuelles, ben, bravo à l'organisation. Et je pense que l'énergie des joueurs des Jays au fil de la saison dernière fait en sorte qu'on a pu réaliser cette signature. Moi, je trouve ça, je pense qu'il faut donner crédit. Vous savez, on a beaucoup critiqué l'organisation lorsqu'on a pris l'organisation de Shapiro, la direction, lorsque Antopoulos a quitté, on ne savait pas trop dans quelle direction on s'en allait. On ne voyait pas nécessairement un plan. Là, on voit qu'il y a des choses intéressantes. On avait dit, rappelle-toi, à l'automne, qu'on allait dépenser des sous, qu'on avait le chéquier prêt. On a répondu par la signature, donc, entre autres, de George Springer. Il ne faut pas oublier les Blue Jays. Rogers Communications, c'est une énorme compagnie. Mm-hmm. Les Blue Jays est quand même le 6e marché le plus important en termes de population de tout le baseball majeur. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on considère Toronto comme un petit marché ou comme un gros marché? Et là, j'ai l'impression qu'avec la signature, c'est quand même 150 millions de dollars là, qu'on offre à Springer, ben, on se positionne là, chez les Blue Jays de Toronto. Puis j'ai l'impression, Alain, que ce n'est pas terminé. Je sais que Michael Bradley a été à peu près 2 heures avec les Blue Jays, avec la Ouais. rumeur hier, mais finalement, c'est entendu avec les Astros. Mais ça reste que je trouve que c'est de bon augure, une belle. En tout cas, pour un partisan des Blue Jays, on doit être quand même assez satisfait là, de voir l'organisation agir de la sorte. Bon, les deux autres, dans le cas de Chatwood, on ajoute un peu de profondeur. Chatwood, Marc, il a de l'étoffe. Le problème, c'est de trouver le membre. Il y a un petit peu de temps, je pense, dans cette embauche-là. Kirby Yates, on avait peur numéro un comme tel. On s'est organisé l'année passée et bon, certains ont fait du travail un peu surprenant. On pense à Dolis. Romano, malheureusement, a été blessé. AJ Cole est revenu avec un contrat des ligues mineures. Il a rendu de bons services l'année passée. Là, on a quelqu'un avec une feuille de route intéressante. Ça a été un des meilleurs releveurs de la Ligue nationale en 2018-2019. L'an passé, il a été blessé. Bon, le seul côté positif, les matchs des Blue Jays, s'ils gagnent, vont être un peu plus longs. Yates, il y a un petit peu de Pedro Baez dans le nez. Mais outre ça, je trouve, effectivement, on n'a pas parlé à travers notre chapeau avec ces embauches-là chez les Blue Jays de Toronto. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, c'est pas fini. Il y a du monde de trop comme voltigeur, là, Marc.
à moins qu'on ramène Gurriel au deuxième but, mais compte tenu de sa progression en défense, je ne suis pas sûr qu'on va s'en aller là. Parce que Grechuk est vulnérable maintenant. Ben oui et non. Oui, parce que, évidemment, moi, j'aime mieux voir Gourriel au champ extérieur. Gourriel coûte moins cher aussi. Les deux Mm-hmm. sont sous contrat. Je parle de Grechuk et Gourriel jusqu'en 2023. Mais Gourriel coûte beaucoup moins cher. Très athlétique, c'est beaucoup amélioré. On a aimé son coup de bâton, évidemment, en 2020. Grechuk, ça a été plus difficile, encore une fois, cette année. L'autre question, Alain, est-ce que Vlad peut jouer au troisième but de façon régulière? Parce que sinon, il va falloir trouver un troisième but aussi là, du côté des Jays de Toronto. Euh, alors, tu sais, il y a encore des trous à combler. Est-ce que, bon, au niveau des lanceurs partants, il y a quand même un questionnement. Je dirais que les trois premiers sont pas mal là. Par la suite, il y a des points d'interrogation aussi à ce niveau-là. Euh, donc, il y a quand même encore des trous à combler. Mais le noyau est très fort. Springer, de toute évidence. Écoute, les Jays l'an dernier étaient parmi les bonnes équipes en attaque. Vous ajoutez un George Springer. Ce n'est pas rien. Ceci étant dit, Alain, juste pour revenir à la signature de Springer, c'est à mon tour de te poser une question. Je sais qu'on en a parlé souvent de ces discussions-là. 31 ans, contrat de 6 ans. Est-ce que c'était vraiment une année, peut-être deux de plus, que les Blue Jays voulaient peut-être octroyer, mais qu'on n'a pas eu le choix compte tenu du marché? Ben, écoute, Marc, la question se pose effectivement parce que c'est la première remarque qu'on a eue lorsqu'on a vu la cuvée de joueurs autonomes qui était quand Ouais. même spectaculaire. Là. Euh, moi, la décision à faire des Blue Jays de Toronto, Marc, je vais la tourner autrement. Je te dirais que c'est quelque chose comme 150 millions, ou mettons 130 millions sur 4 ans. Tu comprends ce que je veux dire? On a Ouais, ouais, acheté à un taux plus élevé les 4 premières années de George Springer en se ouais. disant, bon, ben, si ça baisse les 2 dernières années, on va l'avaler le contrat. Mais tu sais, j'ai comme l'impression, moi, que c'est la façon dont le calcul se fait, le calcul, entre guillemets, actuarial, là, quand on considère les salaires, c'est la façon dont on a vu les choses. On va payer, bon, ce montant-là année après année, mais dans l'esprit des Blue Jays de Toronto, on le sait qu'on a surpayé de façon globale. Mais on se dit, regarde Marc, les salaires des joueurs de pointe, c'est à peu près quoi, 30 millions par année? Là? On est arrivé en deçà du 30 millions avec George Springer. Il n'y a personne qui va avoir plus que ça, moi j'ai l'impression, chez les joueurs autonomes. Il y a Trevor Bauer qui attend son tour et JT Realmuto, c'est peut-être les deux gros qui attendent. Ozuna n'aura pas un contrat à long terme, là, si on parle Non. de joueurs autonomes encore disponibles. Donc, moi, comme je te dis, le 30 millions, on l'a avec George Springer, c'est juste que tu comprends ce que je veux dire? Les 2 dernières années, Oui, là, on absolument. a de dépenses. Les Blue Jays ont calculé leurs affaires dans le contrat de George Springer. Oui, puis de toute façon, tu as raison de mentionner qu'il y aura seulement deux autres contrats de 100 millions et plus. C'est Real Muto et Trevor Bauer. Je ne vois pas un autre joueur actuellement sur le marché qui aura un contrat de plus de 100 millions de dollars. Donc, on voit que la tendance, c'est Ouais. évidemment, on est très prudent hein, chez les propriétaires. C'est pas le meilleur des moments pour être joueur autonome dans le baseball Non. majeur. Mais bon, toujours est-il que faut comprendre aussi que beaucoup d'équipes ont perdu quand même quelques dollars l'année Ouais. dernière et il n'y a rien de certain pour 2021 non plus. Donc, mais encore une fois, je trouve que les Blue Jays ont bien réagi. Je trouve que ça va redonner vie. Tu sais, Alain, 2015-2016, la façon dont Antopoulos avait rebâti un peu les Blue Jays, ça a redonné vie au baseball, pas seulement en Ontario, là, Ouais. partout au Canada. Ouais. Et là, cette signature, si jamais les jeunes Jays peuvent jouer comme l'an dernier, les Biggio, les Bichette, Vlad Guerrero qui se développe, c'est une équipe qui s'en vient pas mal excitante à suivre. Et ça, évidemment, personne ne va s'en plaindre au Canada pour que la popularité du baseball reste évidemment à son plus haut. Je veux qu'on parle, Marc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, les Blue Jays, c'est l'équipe canadienne qu'on suit davantage. Mais les Padres de San Diego ont fait beaucoup de transactions importantes pour revamper le personnel de lanceurs. Faut mentionner une chose, Marc, c'est que leurs 2 meilleurs lanceurs prévus pour 2021 vont être sur la touche en début de saison, probablement. Dinelson Lamet et Mike Clevenger. On a payé le gros prix pour Clevenger, ça on le sait. De sorte qu'on a acquis Kyle Hendricks, pas Kyle Hendricks, Kyle Hendricks avec les Cubs, on y reviendra. Mais on a Blake Snell des Rays de Tampa et également, Yu Darvish des Cubs de Chicago. C'est 2 lanceurs de premier plan qu'on vient d'acquérir.
on est sérieux chez les Padres de San Diego. Moi, je me suis fait demander, est-ce que les Padres ont ce qu'il faut pour accoter maintenant les Dodgers de Los Angeles? Moi, j'ai l'impression, Marc, que les Dodgers sont en train de préparer quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Ils ont un gros prospect derrière le marbre. Ils ont déjà Will Smith. Bon, Keibert Ruiz, est-ce qu'il va commencer la saison dans l'organisation des Dodgers? Peut-être. Pas certain qu'il va la terminer. Donc, avant de dire que les Dodgers sont en train de se faire dépasser par les Padres, je me garderai une petite gêne. Mais les Padres sont tentés de jeter tout leur dé. Il y a beaucoup de prospects qui ont été échangés. On gagne maintenant. C'est pas le futur, on gagne maintenant chez les Padres. Oui, puis Joe Musgrove aussi qui s'ajoute à la liste des lanceurs partants avec la transaction avec les Pirates de Pittsburgh. Écoute, honnêtement, là, bon, évidemment, tu as parlé des deux blessés, là, Clevenger et Lamet, mais imagine ces deux-là en plus dans la formation, il faudrait considérer les Padres effectivement comme supérieurs aux Dodgers par pas grand-chose. Bon, maintenant, Trevor Bauer est toujours disponible, Alain. Est-ce que les Dodgers seront l'attirer? Je ne sais pas, mais tu as raison de mentionner que les Dodgers vont probablement réagir à ça d'une manière quelconque. Mais j'aime ce que les Padres font. Ils ont un jeune, évidemment, en Fernando Tatis Jr. Ils ont une bonne équipe. Bon, on a vu ce que ça a donné l'an dernier. On a manqué un peu de jus en série contre les Dodgers, par pas grand-chose, tu vas me dire. Mais clairement, on a adressé là où il y avait une certaine faiblesse au niveau des lanceurs partants. Et là, tu ajoutes un Blake Snell qui aura probablement un peu plus de latitude au monticule qu'il ne l'avait avec les Rays. Darvish, écoute, force est d'admettre que l'an dernier, il a su rebondir là, parce que ça avait été un peu plus difficile avec les Cubs auparavant, mais là, l'an dernier, il est redevenu le lanceur dominant. Et moi, écoute, j'aime ce que je vois. Je comprends, on a échangé beaucoup de joueurs d'avenir. C'est une recette qui peut bien fonctionner, je l'espère pour eux autres. Mais ça va vraiment donner vie à cette division Ouest, Alain, de la nationale, parce que, bon, chaque année, c'est, disons, les prédictions assez faciles dans cette division-là. Les Dodgers premiers, puis après ça, les autres se battent un peu pour le reste. Là, il faut considérer les Padres comme sérieux candidats à le titre de la division. Puis, tu sais, c'est fragile aussi. Les Dodgers, c'est bien beau, mais oups, je ne sais pas, une blessure au camp d'entraînement, un joueur important comme tu sais, Seager qui a été phénoménal en 2020, ou Mookie Betts, ou peu importe. Alors, en tout cas, là, il va y avoir du très bon baseball en Californie cette année, puis ça, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Non. Marc, on parlait de Yu Darvish tantôt. Il y a John Lester qui s'en va aussi. On a parlé de Chatwood chez les Cubs de Chicago. Marc, il n'y a plus grand monde pour lancer. Il y a même des rumeurs qui impliquent Kyle Hendricks. On n'est même pas sûr qu'il va commencer l'année avec les Cubs. Chris Bryant, ça fait 2 ans qu'on en parle. On sait qu'il a refusé un contrat à long terme avec les Cubs. Ça ne regarde pas bien pour Bryant. Il aurait peut-être dû y songer deux fois avant de dire non là, à ce contrat-là. Chez les Cubs de Chicago, j'ai l'impression qu'on repart sur des bases complètement neuves parce que là, je parlais du fait qu'on a embauché Shelby Miller. Comme je le mentionnais, Shelby Miller, à un moment ou à un autre, dans nos reportages, je suis tout habitué, on va sortir ce nom-là par une vieille transaction ou par des équipes qui ont couru après. Il n'y a plus personne pour lancer. Il y a Carl Hendricks, il y a Zach Davis. Puis là, il y a des rumeurs qui entourent Carl Hendricks, sans compter des rumeurs de Chris Bryant. Marc, 5 ans après la Série mondiale, on part à zéro chez les Cubs. Bon, là, on va parler un peu plus tard de Theo Epstein, mais il est parti. Là, chez les Cubs, Alain, moi j'ai pas aimé la façon. Écoute, je sais qu'au baseball, c'est une business. Je sais qu'à un moment donné, tu sais, oui, le joueur est là depuis longtemps, il nous a rendu de précieux services. Mais la façon qu'on a laissé aller John Lester, je m'interroge un peu là, du côté des Cubs de Chicago. Premièrement, Lester, je pense a encore des choses à donner. Je ne dis pas qu'il est lanceur numéro 1, mais il a encore des choses à donner. Il signe un contrat de 5 millions de dollars avec les Nationals. Alors, est-ce que tu penses qu'avec 5 millions de dollars, Lester peut peut-être terminer sa carrière avec les Cubs, remporter une 200e victoire dans l'uniforme des Cubs? Écoute, je me pose la question. On l'a comme, tu sais, merci, John, tu nous as permis de gagner une série mondiale en plus de 100 ans, mais là, on passe à autre chose. Tu sais, je comprends que s'il y avait encore un contrat de, je ne sais pas moi, 15, 17, 20 millions, mais là, à 5 millions, je me pose des questions. Donc, j'aime pas ce que j'entends à Chicago. Je sais que Chris Bryant a parlé aussi disant que ça a été des années difficiles, qu'il espère que les Cubs vont bondir. Mais
sens dans le langage, dans les propos, que y a quelque chose qui se passe. C'est pas nécessairement, en tout cas, parce que les Cubs, il ne faut pas se le cacher, Alain, depuis quelques années, ben, si on se fie évidemment au passé, ça a été des années extraordinaires là, depuis justement là, Ouais. les belles années des Cubs. Donc, difficile de voir où on s'en va avec ça, mais on ne s'en va pas nécessairement vers le haut présentement là, du côté de Chicago. Il n'y a pas de quoi être très optimiste chez les partisans des Cubs. Et ajoutons que Javier Baez devient joueur autonome à la fin de la saison. Ça, on aura l'occasion d'en parler, Marc, de ces joueurs Ouais. d'arrêt-court qui seront joueurs autonomes éventuellement. Bon, ça va m'amener vers les Mets de New York. Et je pense que les partisans des Mets auraient souhaité qu'on parle davantage de Francisco Lindor qui s'en vient avec les Mets de New York. Ouais. Là, il n'y a rien de il y a rien de simple avec les Mets de New York. L'année passée, on se rappelle de Carlos Beltran qui a dû démissionner. Et là, Jared Porter est embauché. On se dit que c'est une nouvelle ère. Ça a pris quelques semaines seulement. Il est congédié relativement à des agissements fort douteux, faut bien le mentionner, de nature inappropriée envers une journaliste il y a quelque temps. Marc, on a beau avoir une nouvelle administration, comme on le voit dans un restaurant. Ça va prendre quoi là, chez les Mets de New York? On a commencé un grand coup. Je pense que c'était la décision à prendre de le congédier. Mais la Ouais. gang semble s'acharner sur cette organisation-là depuis plusieurs années. Je me demande quand ça va arrêter. Oui, effectivement, on a l'impression que toutes ces drôles de nouvelles qui nous arrivent d'un peu partout, que ce soit sur le terrain parfois ou dans les bureaux, les Mets sont associés d'une manière quelconque, c'est jamais Ouais, nécessairement bon. Bon, est-ce que la beauté de la chose, si on peut en trouver une, c'est d'essayer d'améliorer le système d'embauche et de peut-être, tu sais, je comprends que là, on embauche un gars de baseball, puis un gars qui avait un bon passé, qui avait un passé, un bon dépisteur, un gars qui était capable de voir, tu sais, côté baseball, je pense que Porter avait une feuille de route fort intéressante, mais de toute évidence, il faut aller au-delà de tout ça. Bon, c'est pas évident là, d'aller jusque-là, mais ça reste que c'est des choses impardonnables, c'est des choses. Les Mets ont bien réagi, même si certains ont dit on aurait pu réagir plus rapidement. Je pense que sur le coup, tout le monde a été surpris de ça, les Mets, les premiers. Euh, donc, c'est une tâche quand même, non seulement aux Mets, mais au baseball encore une fois. Puis pourtant, il y a eu plein de bonnes nouvelles avec l'ajout de justement euh, des femmes qui s'ajoutent évidemment ouais. dans les décisions baseball de plus en plus, un peu partout, des postes importants. Puis je pense que c'est tout à fait rafraîchissant. Mais là, le baseball se retrouve encore une fois dans une situation plate. Euh, Tout ce qu'on souhaite lorsque des situations de la sorte se produisent, c'est qu'on trouve le moyen de s'améliorer et de les éviter dans le futur. Alors j'espère que les Mets vont pouvoir enfin, à un moment donné, passer à autre chose. Alain, c'est épouvantable, cette Ouais. organisation-là. Mais là, je pense qu'on a vraiment, vraiment joué une malchance à ce niveau-là. Je pense que oui. Et moi, je veux quand même lever mon chapeau de l'organisation des Mets. On n'a pas lésiné. Hein. Ça a été tout de suite. Non, c'est terminé. Rappelle-toi, les Astros de Houston, il y a quelques années, ce qui est arrivé en série, alors que Roberto Osuna, bon, on se rappelle son arrivée avec les Astros de Houston. Bon, Ouais. il y avait pas mal de controverses entourant sa venue avec les Astros en raison d'allégations de violence conjugale. Ça ne va pas faire l'affaire de tous les joueurs des Astros de Houston, mais il y avait un haut dirigeant de l'équipe qui, en fait, il avait nargué les ventes des médias relativement à ça, et ça a pris les Exact. Astros qui ont voulu abrier tout ça. Les Mets ont été beaucoup plus proactifs que les Astros, par exemple, l'ont été. Bon, Theo Epstein, son mandat n'est pas compliqué. C'est de dynamiser ce qui se passe sur le terrain. Il a admis les nouvelles tendances ont compliqué la tâche de ce fameux rythme qu'on veut donner au match. Ouais. Il y a certaines mesures dont on a parlé, Marc, et je reviens toujours aux deux mêmes, c'est-à-dire, je pense que ça prend plus de balles en jeu. La façon de le faire, je pense, c'est d'élargir la zone des prises. Et la deuxième chose, Marc, est-ce qu'on est capable d'accélérer le rythme de ce qui se passe entre les lanceurs et le frappeur? Et ça, bon, je pense que ce sont les deux principaux défis qui attendent Theo Epstein. Oui, absolument. Et c'est pas Alain les défenses adaptées. Hein. Je sais que les gens On est disent on d'accord devrait là-dessus. enrayer les défenses adaptées, mais moi, honnêtement, les défenses adaptées, ça fait partie du jeu, ça fait partie. Il va falloir que les joueurs, les frappeurs s'ajustent à ça. Euh, mais si on se fie, Alain, il y en a des solutions. Il y en a des solutions pour accélérer. Je pense qu'il faut juste avoir le cran de les faire,
d'avoir des règles au niveau du temps alloué pour les lanceurs entre les tirs. Il y a des règles pour des changements de lanceurs entre les manches. Il y a moyen de le faire. Et tu regardes les règlements, les nouveaux règlements au fil des dernières années, on s'est adapté. Il n'y a pas eu tant de... Ça va critiquer à chaque fois les puristes, je comprends. Mais on va s'adapter, on va trouver des solutions. Moi, je suis convaincu qu'on est capable de le faire. Et j'espère qu'Epstein va avoir l'influence nécessaire pour convaincre les gens qu'on a besoin d'agir de la sorte. Parce que, tu sais, le sport évolue, les tendances sont différentes aujourd'hui qu'il y a 25, 30, 50 ans. Le temps d'écoute, on veut ça, on veut plus rapide, on veut tout plus rapidement. Mais en même temps, tu ne veux pas changer comment le jeu, le sport se joue lui-même. Alors, je pense que si les gens comprennent ça, on va être en mesure d'accélérer le rythme. Je ne parle pas du temps de jeu. Un bon match de 3 heures, qui a de l'action, qui a des choses, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Mais il y a trop de matchs de 3 heures qui auraient pu prendre 2h40 et qui ont traîné en longueur parce qu'on décide de. Ceci étant dit, Alain, ça fait assez longtemps que je suis sur les terrains de baseball et j'entends encore en 2020, 2021 évidemment, t'entends sur un terrain de baseball, que ce soit au niveau, au niveau moustique, puis oui, ou au niveau professionnel, prends ton temps. Prends ton temps. Alors, autant le frappeur que le lanceur, que ci, que ça. Ça, c'est une autre tendance qui va être, selon moi, qui devrait changer au fil des prochaines années, où tu peux prendre un certain temps, mais pas prendre tout ton temps. Alors, c'est là la nuance qu'on devrait avoir au niveau du baseball. Puis je suis content qu'on réagisse. Et je pense qu'Epstein va être une personne qui pourra effectivement faire la différence parce qu'il a été de l'autre côté, non seulement comme DG, mais comme président, comme personne en charge. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des changements assez rapidement avec Epstein et je pense que c'est bon pour le baseball. Bon, je vous ai perdu pendant quelques temps, Marc, mais je pense qu'on a compris l'essence du propos. Et pour les défenses adaptées, je suis parfaitement d'accord avec toi, Marc. C'est pas là que ça se décide. On peut avoir des jeux spectaculaires avec ces défenses adaptées. C'est juste qu'il n'y a pas assez de balles en jeu au moment où on se Exact. parle. Donc, Theo Epstein, je pense qu'on en a déjà parlé. Marc s'en va au temple de la renommée. Là, il a mis fin à deux des liturgies les plus longues de l'histoire du baseball avec les Cubs et les Red Sox de Boston. Juste ça l'amène à Cooperstown. La semaine prochaine, on va connaître l'identité des nouveaux membres. On n'a pas le droit de voter ni un ni l'autre. Moi, il y a 3 joueurs. Bon, là, j'exclus ceux qui font l'objet de controverses présentement là, parce que je pense au temps de la renommée à faire ses devoirs et nous dire quels sont les critères exacts. Je pense aux Bonds, je pense à Clemens, par exemple. Bon, ce sont les 2 noms qui viennent principalement. On pourrait en ajouter d'autres, Manny Ramirez et Rafael Palmeiro si on va plus loin. Mais il y a 3 noms que je retiens, moi. Gary Sheffield, Scott Rowland et Billy Wagner, ce sont les 3 noms que je mettrais. Dans le cas de Billy Wagner, ses statistiques sont meilleures, première des choses, que Trevor Hoffman, qui est déjà au temple de la renommée, déjà un point de comparaison, et s'approche de Mariano Rivera, qui y est déjà. Premier point. Mm-hmm. Quand tu regardes ses statistiques, un saut de coureur sur les buts en bas de 1 pour sa carrière. Bon, je pense déjà là, tu as un point. Scott Rowland, Marc, si je te disais qu'il a le 10e meilleur WAR de l'histoire du baseball au 3e but, c'est la position la moins représentée à Cooperstown, 3e but. Puis Gary Sheffield, Marc, tu l'as vu, 500 coups de circuit, probablement le bâton le plus rapide de l'ère moderne parmi les frappeurs droitiers. J'avais été lanceur, c'est le dernier gars que j'aurais voulu voir au marbre frapper une flèche en ma direction. Je te parle là à peu près des 20-30 dernières années. Là. C'est le dernier gars que j'aurais voulu voir là. J'aurais aimé ça voir la vitesse à laquelle la balle partait de son bâton, moi, si on avait eu ces statistiques-là à l'époque. Donc, c'est les 3 joueurs, moi, que j'aurais vu. Tes choix sont aussi bons que les miens, là. Mais en ce qui me concerne, c'est les 3 joueurs que je verrais à Cooperstown, avec lesquels j'irais. Bravo, j'ai aucun problème avec ces joueurs-là, comparativement à un certain Harold Baines, il n'y a pas si longtemps. Oui, qui a été évidemment voté par le comité des vétérans, mais bon. Dans le cas de Billy Wagner, tout à fait d'accord avec toi. Là, ce qu'on a décidé, là, que les releveurs numéro 1 là, avaient leur importance dans le baseball, ça avait pris du temps, rappelle-toi, mais là, je suis tout à fait d'accord. Wagner était, je veux dire, vraiment, là, l'image d'un releveur de fin de match dominant, là, c'était Billy Wagner. Il l'a fait sur une très longue période. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Sheffield aussi, écoute, tu sais, au baseball, il y a une manière de positionner tes mains pour être le plus rapide à la balle. Mais lui, il ajoutait un mouvement de plus, Alain, parce qu'il était trop rapide à la balle. Imaginez, là, c'est presque du jamais vu. Vraiment un athlète exceptionnel à ce niveau-là, un des frappeurs les plus redoutables. Je suis aussi tout à fait d'accord. Et tu as ajouté ses 500 coups de circuit. Dans le cas de Scott Rowland, c'est un débat. J'aime les statistiques. Là, par exemple, Alain, je m'en vais dans une direction où je ne suis pas sûr que tu vas apprécier tant, mais je regardais les statistiques de Todd Helton au premier but. Et je vais te dire une chose, si tu mets Scott Rowland, tu vas être obligé de mettre Todd Helton. Et là, tu vas me dire, oui, il a joué au Colorado, mais Alain, tu regardes le WAR, tu regardes tout ce qu'il a réussi à faire, les comparatifs avec les autres joueurs qui sont autant de la renommée à la même position. Et force est d'admettre que tu vas être obligé éventuellement de mettre un Todd Helton aussi. Alors, tu sais, la fameuse jurisprudence des gars qui sont passés avant, et il faut que tu le considères aussi. Alors, Todd Helton devrait être seulement une troisième année. Je ne dis pas qu'il va être intronisé cette année, mais c'est un gars au fil du temps qu'on va peut-être comprendre si on peut s'enlever de la tête là, qu'un gars qui joue au Colorado est nettement avantagé. Et il y aurait peut-être des chances d'avoir un gars comme ça être intronisé éventuellement. Écoute, je suis obligé de parler d'un nom, Marc. Je ne l'ai pas mentionné dans la controverse tantôt parce que c'est à un autre niveau, mais Curt Schilling, il n'est pas loin de Cooperstown quand on regarde strictement ses statistiques. Là, on est dans l'ère moderne. Il y a des choses qui passent beaucoup moins qu'ils passaient à l'époque. Il ne faut pas se leurrer, Marc, il y a quelques membres du Temple de renommée qui ont été des membres du Ku Klux Klan. C'est connu, c'est documenté. Là, tu as Curt Schilling qui va de commentaires extrêmement controversés avec tout ce qui est arrivé sur le plan politique aux États-Unis. Est-ce que. C'est le même débat, Marc, avec les producteurs de films qui se sont fait prendre dans des controverses moraux, disons-le. Je pense que c'est le même débat. On fait quoi avec l'œuvre de ces gens-là? Parce que c'est de ça dont il s'agit avec Curt Schilling. Est-ce qu'on peut séparer les deux? Moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir que les gens qui s'occupent de Cooperstown nous disent ce sont quoi les critères? Bien, je vais te dire, Alain, les critères, là, c'est ce que Schilling fait ou dit actuellement, là, en 2021, ne devrait pas avoir une influence. On souligne la carrière de joueur de baseball de Curt Schilling. Par contre, on est tous humains, on lit tous les nouvelles, c'est-à-dire qu'on, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs membres des chroniqueurs de baseball d'Amérique qui ont envoyé leur vote et depuis les commentaires de Schilling, ont appelé le bureau du Temple de la Renommée pour retirer le vote de Schilling, qui est à peu près autour de 60 actuellement de tous les votes qui ont été accumulés jusqu'ici. Il serait le seul, un peu plus, je pense qu'il est rendu à près de 70 Il serait le seul probablement intronisé cette année, mais là, est-ce que, et là, et en passant, les gens du Temple de la Renommée ont refusé carrément d'accepter de réouvrir les bulletins pour enlever le vote compte tenu des propos de Schilling. Mais comme je l'ai mentionné, Alain, les gens votent, ils réfléchissent et malheureusement, l'actualité d'aujourd'hui va influencer certaines personnes qui vont voter. Schilling, écoute, ça n'aidera pas sa cause, Alain, au fil du temps. Je sais que Bonds, Clemens et compagnie, on ne dit pas un mot. On est autour de 60-62 Donc, il y a quand même 62 des chroniqueurs de baseball d'Amérique qui disent je pense que Bonds et compagnie, c'est le temps de. Et il y a toujours la controverse aussi de Pete Rose par en arrière qui dit mais pourquoi pas Pete Rose à chaque fois qu'on parle de ces gars-là. Donc, c'est un sujet qui va toujours rester. Mais par contre, je vais dire ceci sur les Bonds et Clemens. On aura beau dire qu'ils en ont pris des stéroïdes ou tout ça. Ça, malheureusement ou heureusement, c'est selon la vue qu'on a, mais ça fait partie du baseball des années 90. C'est une ère qu'on ne peut pas oublier. Et malheureusement, difficile à prouver si les gars en ont vraiment pris ou qu'est-ce que ça a donné. Difficilement prouvable aussi, à savoir qu'il y a déjà peut-être des gars intronisés qui ont certainement utilisé. Alors voilà. Alors là, pourquoi t'en rentres certains, t'en rentres pas d'autres? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop populaires? Est-ce qu'ils se sont fait prendre d'une manière X? Bon. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est que normalement,
ben, tu votes pour ce que le gars a réalisé sur le terrain. Et évidemment, à cette époque-là, ben, ce que Bonds et Clemens avaient fait est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut voter pour des tricheurs, je vous dis juste que et là, on est rendu à 60-65 des gens qui votent pour ces gars-là. Mhm. À quelque part, il va falloir réaliser que le baseball était aussi fautif dans ces dossiers-là et qu'il va falloir Ouais. prendre une décision éventuellement sur tout ça. Ouais. Quelques dossiers rapides, Marc. Bon, sur le plan politique, on a glissé un mot là-dessus, mais là, il y a un changement d'administration. Est-ce que ça aura un impact sur la saison à venir, dans le sens où déjà, bon, Joe Biden a fortement suggéré à tout le monde de porter un masque. Bon, il y avait zéro, tu comprendras, zéro consigne de la part de l'administration précédente. Il faut souligner que les États sont responsables des mesures sanitaires imposées là, dans les villes où le baseball majeur est joué. Ça, c'est le premier point, je pense qu'il faudra surveiller. Le deuxième, Marc, je ne sais pas si tu te rappelles quand l'administration Trump est arrivée, il avait décidé d'abroger une entente entre le baseball majeur et le baseball cubain. Tu te rappelles de cette histoire-là, Marc? Oui, Alors qu'il y avait oui. une entente qui permettait légalement aux joueurs cubains de venir jouer aux États-Unis, bon, moyennant un pourcentage salaire qui allait à la Fédération cubaine. Trump a décidé de mettre un terme à cette entente-là. J'espère, Marc, qu'on pourra revenir. Ça peut être frustrant de verser de l'argent à un régime qu'on ne soutient pas, mais Marc, on l'avait dit à l'époque, bon, le moindre mal, c'est d'éviter que des gens fassent l'objet de traite de personnes et de menaces, parce que c'est de ça dont il s'agissait. Il s'agissait de protéger des gens et leurs familles avec ce système-là. Et je pense qu'on était dans la bonne voie. C'est un premier pas dans la bonne direction. J'espère qu'on va revenir sur la décision d'abroger l'entente qu'il y avait. Je pense que c'est extrêmement important pour les Ouais. joueurs cubains et leurs familles. Écoute, Alain, tu as tout à fait raison de le mentionner. Ça va faire partie des discussions éventuelles. Et évidemment, ce n'est pas une priorité actuellement, compte tenu que, Non. bon, tout est fermé. On ne fait pas voyager le monde, en tout cas le moins possible, là, idéalement. Mais oui, moi, je suis convaincu que ça va revenir sur la table de négociation éventuellement, parce qu'effectivement, Alain, c'était une décision difficile à avaler là, pour les joueurs cubains et évidemment même le baseball par la suite. Je ne serais pas surpris, moi, qu'au cours peut-être des 12-18 prochains mois, que ce dossier-là refasse parler de lui éventuellement. Puis ça serait évidemment la bonne chose à faire. Ouais. Dernier point, Marc, les Dodgers ont été touchés durement par les décès de plusieurs membres de leur organisation depuis le début de l'année. On a parlé amplement de Tommy Lasorda. Bon, tu l'as connu lors des camps d'entraînement avec les Dodgers. Don Sutton, qui a terminé sa carrière avec les Dodgers. Les gens l'oublient, mais il l'a lancé lors de la dernière année de Oui. 88, là, lorsqu'ils ont gagné la Série mondiale. Et deux instructeurs, dont un dont tu parles dans ton livre, Guy Wellman. Bref, c'est un début d'année fort difficile. On sait que 2020 a été est cruel là, pour plusieurs membres du Temple de la Renommée et ça commence pas très, très bien, surtout pour les Dodgers. Il y a quelques personnages là-dedans que tu as connus très près, toi, Marc. Oui, Alain, c'est effectivement pas évident. Guy Wellman, que peu connaissent, mais c'est un homme tellement important dans l'organisation des Dodgers. C'est la première personne, moi, qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé dans l'organisation des Dodgers pour me féliciter, me sentir bien à l'aise dans l'organisation. Alors, tu comprendras que lui a eu une grande influence sur ma manière de me comporter sur un terrain dès le départ. Je n'ai que des bons souvenirs. Évidemment, Tommy Lasorda, ben, je pourrais vous raconter de nombreuses histoires, mais je vous dirais que le message que j'ai beaucoup retenu, en fait, que j'ai retenu davantage de lui, est un message assez puissant qui, à l'époque, je me disais, j'étais un petit peu, lorsqu'il me l'avait dit, je me disais, ben voyons, là, pourquoi il est bête de même, mais tu réfléchis. C'est bien banal, là, c'est qu'à un moment donné, les Dodgers tentaient de changer un petit peu mon élan parce qu'à l'époque, Brett Butler, Alain, tu te souviendras, était le frappeur, le premier frappeur du rôle offensif. Donc, frappait beaucoup de balles, était rapide, frappeur gaucher comme moi, frappait beaucoup de balles au sol du côté gauche, utilisait sa vitesse. On voulait faire de moi un peu ce type de joueur-là et je travaillais donc sur un élan qui me permettait de moins tirer la balle, de frapper la balle un peu plus haut vers le champ gauche. Et la Sorda était venue me voir, pour me demander, puis comment ça va? Et moi de répondre, ben écoutez, ça va, j'essaye. Il me regarde, il dit, t'essayes? Il dit, le chauffeur de camion, puis la dame qui s'occupe de la cafétéria, les autres aussi peuvent essayer, hein? Toi, fais-le.
Alors, tu comprends que sur le coup, je dis, ben, voyons, mais effectivement, aujourd'hui, tu sais, j'avais un uniforme sur le dos. Ben, mon travail, c'était de le faire, le travail, de m'améliorer, de pas juste dire j'essaye. Tout le monde peut essayer. Toi, il faut que tu le fasses. Alors, c'est un message que j'ai toujours gardé en dedans de moi dans tout ce que j'ai accompli dans ma vie depuis ce temps-là. Donc, Tommy était pas nécessairement le meilleur, comment je dirais ça, là, tu sais, au niveau de Diplomate. l'apprentissage, de la mécanique, de la technique du baseball, mais un motivateur, un gars qui prenait des décisions parfois Ouais. surprenantes, mais tout était axé sur que tu sois le meilleur possible sur le terrain. Puis ça c'est un avantage énorme d'avoir un gérant comme ça. Oui. Et dans le cas de Don Sutton, Marc, il y a une anecdote qui m'a été racontée lorsqu'il est devenu joueur autonome pour la première fois. C'était à l'issue de la saison en 80. Il avait mené la Ligue nationale de la moyenne de points mérités. Les Expos s'étaient intéressés à lui. Et lorsqu'on lui avait demandé carrément, bon, si on te dépose Il une y avait de offre, est-ce que l'intérêt. tu vas la considérer? C'est Don Sutton, j'avais carrément dit, vos chances sont pas très, très élevées. Donc, il n'y avait aucun Écoute, intérêt Alain, à venir à Montréal. juste pour ajouter à ça, Alain, tu sais que Don Sutton a été par la suite un très bon analyste baseball. Mhm. Il a couvert les Braves d'Atlanta. Et je peux dire que c'était pas le plus grand partisan des Expos. C'est pas lui qui avait les. Ouais. Disons qu'il n'aurait pas été un porte-parole pour vendre une nouvelle franchise à Montréal. Tu sais, puis il n'enlève rien à sa carrière, mais c'était pas un fan des Expos de Montréal. Il n'aurait pas été le premier ambassadeur des Expos, admettons. Là. Non, pas du tout. On va passer ça de cette façon-là. Donc voilà ce qui complète ce balado. Il y a encore des choses qui s'en viennent. Il y a des joueurs autonomes. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de contrat. Donc, Marc, les nouvelles vont débouler encore d'ici le camp d'entraînement. Et de la façon, d'autre façon, Marc, ce qui s'en vient, c'est pas terminé encore cette pandémie. Il y a encore des défis à relever, sur et hors du terrain. Bref, beaucoup de matériel nous attend au cours des prochaines semaines. Marc, fais attention à toi, porte-toi bien. Même chose pour vous, Merci. amateurs de baseball. On se revoit bientôt. Bye bye.